Salut. Alors, on va se faire un petit test de format qui me plaît et je me suis fait un kiff ce matin, ça fait un moment en fait que je fais des recherches sur l'hydrogène, enfin les énergies en règle générale. Il se trouve qu'il y a quelques jours dans l'I ce matin, il y a eu un article sur, l'hydrogène, à Cannes, donc je crois que c'est 15 bus au départ et ils visent, 41 ou 42 bus en hydrogène avec une production locale et tout. Mais le truc, c'est que moi, j'avais travaillé sur un autre sujet. Hem, En gros, Stellantis était actionnaire majoritaire d'une autre société, on verra ça après, hein. Je vais faire une petite introduction pour que vous compreniez où on va. Hem et en gros, il y avait des financements publics qui ont financé cette société spécialiste dans l'hydrogène, qui a fait beaucoup de brevets, heu, qui a pris des financements publics et qui se fait liquider, comme de la merde. Et on va voir les incidences et le fonctionnement, le pattern qui se répète en permanence, et qui est assez néfaste. Donc, petit préambule sur monsieur Liznard. Hem, je pense que c'est un libéral, je pense que c'est un vrai libéral. Je pense que, je vais pas être sévère avec lui dans le jugement de la manière dont il fait de la politique, hem, parce qu'à mon avis, il est dans un arbitrage de contraintes, qui l'oblige à faire certains choix comme l'hydrogène. Soit il n'a pas les datas, enfin les personnes ont intérêt à pas lui présenter des datas dans son équipe, soit, hem, il part de biais de perception, qui sont pas fonctionnels. Je sais aussi qu'il sera limité au niveau, départemental, au niveau, national, au niveau européen. Parce que la solution, je vais mettre en antagonisme avec l'hydrogène canois. C'est une solution que je vais présenter sur la région PACA, mais c'est une solution qui n'a de véritable fonction que si elle est développée au niveau national. Ce sera encore mieux au niveau européen, mais au niveau national, ce serait déjà, réellement intéressant. Et donc moi, je suis souverainiste et je vous parle de développer ça au niveau européen. Parce qu'il y a des intérêts, français derrière s'il y a des ajustements, actuels. Donc voilà. Hem, donc il y a un projet à 50 millions d'investissement pour 14 bus, à hydrogène, ce qui est un coût assez exorbitant pour, 14 bus. Donc il y a une production locale avec les eaux usées, donc franchement c'est top. Donc on va passer au vous allez voir, j'ai fait des slides, je me suis fait chier, enfin je me suis pas fait chier, c'est GPT qui fait, mais je trouve ça pas mal, quoi. Alors, on va faire un petit point national d'abord sur donc, Symbio, c'est la société qui appartenait, majoritairement à Stellantis. Donc Stellantis, a vendu ses parts et en gros a liquidé, mais Symbio a pris 350 millions d'aides publiques de recherche et de développement. Donc c'est des subventions, d'État et de collectivités qui ont financé la recherche, d'accord? Et donc qui ont permis, de de faire, 300 brevets déposés quand même, d'accord? Brevets qui sont financés, avec l'argent public, mais qui sont des propriétés privées et qui vont être exploitées de manière privée, d'accord? Donc en fait, l'État vient de donner des outils d'exploitants, hem, à des sociétés privées qui ont liquidé cette boîte-là pour garder les brevets et pour, soit les faire taire pour éviter de développer l'hydrogène, et c'est peut-être un piège dans lequel monsieur, Liznard, et je vais démontrer pourquoi, il s'est il s'est caché là, hein. Et pourquoi il est peut-être tombé dans le piège, parce qu'en fait, énergétiquement, le seul endroit où l'hydrogène a une véritable, fonction réelle qui peut être vraiment intéressant, c'est sur la métallurgie et les grosses fonderies, en fait, comme dans le nord de la France. Là, ça aurait un vrai intérêt de bilan carbone et de bilan carbone principalement, parce qu'en termes de coût énergétique, c'est pas très rentable, mais et on va voir ça un peu après. Hem donc en fait, le truc, c'est qu'on part au niveau national avec, des sociétés privées qui sont financées par le public, qui ont des brevets. Donc là, c'était sur en gros, la pile à hydrogène. Donc en gros, quand on dit pile à hydrogène, en réalité, c'est le moteur à hydrogène, d'accord? Donc, ces sociétés ont fait 300 brevets sur le moteur à hydrogène et elles liquident la société qui a pris les aides publiques et en fait,
les propriétés intellectuelles des brevets, bah, ça reste leur propriété. Mais en fait, ils se sont achetés avec l'argent public des brevets, en fait. C'est aussi simple que ça. Et ils vont organiser une rentabilité dessus demain. Ou faire taire, par exemple, si c'est des pétroliers, faire taire, c'est une solution potentielle, ce qui n'est pas vrai dans l'hydrogène, mais une solution potentielle. Il faut quand même rappeler que la France, on a actuellement de découvert la plus grande réserve d'hydrogène blanc, c'est-à-dire l'hydrogène naturel. Donc il y a juste à extraire et exploiter. Ce qui est très compliqué, l'hydrogène étant extrêmement inflammable, l'extraction est compliquée, enfin, ça demande des choses très, très complexes. Mais c'est pas irréalisable. Et donc ça peut être intéressant comme piste de réflexion, mais je pense pas que sur une population générale, euh, alors des véhicules individuels, je pense pas. Je pense que sur de l'industrie extrêmement lourde, euh, au-delà du transport routier et de gros véhicules, des très très gros véhicules, ça peut être intéressant, mais sinon en fait ça ne l'est pas en termes de coût énergétique, et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Donc on va se faire la petite diapo suivante. Donc ça c'est un test de physique. Euh, donc tenez pas compte, en fait pardon, celui-là, le dernier, ça ne fait pas partie de cette chaîne-là en fait, c'est juste que GPT est un peu buggé, mais celui-là c'est juste la déperdition du moteur électrique, entre 25 et 35 quand on part des 100 tout au bout, on arrive à une déperdition de 25 à 35 Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc l'hydrogène, comment on fait l'hydrogène? En fait, c'est assez simple, hein, on met de de la très haute tension dans de l'eau et ça fait de l'hydrogène. Et on récupère l'hydrogène de l'eau. Et donc après, quand c'est en combustion, bah, ça dégage de l'eau, qui est de la vapeur d'eau. Donc en fait, c'est très propre, effectivement. Le problème, c'est que l'énergie qu'il faut pour faire cet hydrogène, puis en fait, là, le calcul que vous voyez là, c'est la chaîne de déperdition d'énergie. Par exemple, dans la région de PACA, les Alpes-Maritimes, par exemple, ils ne produisent pas d'électricité. D'accord? Ça veut dire qu'il faut acheminer, le plus proche, c'est Marseille, acheminer de Marseille à, à une usine de production d'hydrogène en Alpes-Maritimes. Mais dans ce trajet-là, sur les câbles, d'accord, il y a des déperditions d'énergie. Donc, vous avez une première déperdition d'énergie. Quand vous allez mettre la haute tension pour faire un certain volume d'hydrogène, vous allez avoir une deuxième déperdition d'énergie. Le coût de transport, stockage est encore une déperdition d'énergie. Parce que, mettons, vous prenez 500 litres de pétrole, mais qu'il faut les transporter en camion. Vous n'oubliez pas que dans le camion, il y a du pétrole aussi, et que le coût énergétique du camion qui se déplace, c'est un coût à déduire de la ressource finale de pétrole. D'accord? L'extraction de pétrole, c'est très pratique pour ça. Si vous commencez à extraire, mettons, un baril, et que pour un baril qui vaut 100 dollars, ça vous coûte 95 dollars, ça devient plus rentable en fait, parce que si vous rajoutez l'extraction, le transport, la transformation, en fait, c'est plus rentable. Et le tout, c'est un arbitrage des coûts sur l'énergie, sur qu'est-ce qui est rentable ou pas rentable. Il se trouve que, là, vous le voyez assez bien, la batterie, donc on a une petite déperdition, donc c'est assez rentable, d'accord. Le caténaire, alors le caténaire, on verra ça après, c'est la solution que les Allemands ont testée et je la trouve formidable, parce qu'en fait, il y a des biais de perception de beaucoup de gens. En fait, le marché sait ce qu'il vend et c'est pourquoi il le vend, d'accord? Et on verra ça après, pourquoi on électrifie les voitures des particuliers alors qu'en réalité, il faudrait électrifier le transport, d'accord? Et donc, on voit la déperdition d'énergie qui est en gros de 75 à 80, à 85% dans, dans l'hydrogène en fait. Donc ça veut dire que pour la même ressource calorifique de départ, on va exploiter 25 à 35% de l'énergie de départ juste pour le moteur à hydrogène. Donc il y a une telle déperdition d'énergie, c'est que avec ces 100% de départ, on pourrait faire des solutions beaucoup plus efficientes. Euh, euh, L'antifragilité, c'est ça, hein, d'accord? C'est comprendre que dans un système, si on fait un système mélioratif, c'est-à-dire que
chaque solution en fait, chaque coût est un coût global. C'est-à-dire que, si vous avez une déperdition de 70 mettons, sur l'hydrogène, cette déperdition sur l'hydrogène, c'est une énergie qui est perdue, mais qui n'a pas de fonction dans une civilisation. Si ces 75 vous les conservez, et que par exemple vous allez sur les caténaires ont 10 à 20 de déperdition, ce qui fait que la marge entre la déperdition de l'hydrogène et la déperdition des caténaires, cette énergie qui serait disponible, elle est disponible pour autre chose, pour augmenter une productivité, pour augmenter un PIB, pour augmenter des choses comme ça. Sous couvert qu'on se dégage du marché, commun de l'énergie, parce qu'il y a quand même, comme je disais, monsieur Lisnard est un petit peu bloqué par le marché commun de l'énergie à ce niveau-là, et le problème, c'est que les solutions ne seront pas rentables, en fait, si c'est fait qu'au niveau local. Donc voilà. Mais c'est un peu la volonté de l'Union européenne de stériliser toute possibilité, d'émancipation locale pour, récupérer une hégémonie, européenne, en fait. Donc c'est leur stratégie, ils ont le droit, hein, c'est la politique. Donc c'est à ce niveau-là que ça se joue, mais c'est intelligent de leur part. Diapo suivante. Alors ça, c'est, ce que je pense qui pourrait être une solution des plus, intéressantes, d'accord? C'est en gros, l'Allemagne a testé donc des cathéters, là vous avez l'image, des cathéters sur autoroute. Donc en fait, c'est comme les trains pour les camions. À la différence que le camion, transporte une batterie, ce qui permet qu'une fois qu'il est sorti de l'autoroute, il va se faire ses départementales, pour faire ses livraisons et donc il n'a pas besoin d'une autonomie extraordinaire et vu que les camions sont, à mon avis à 80 du temps sur autoroute, il n'a pas besoin d'un stock, heu, énergétique, phénoménal, heu, pour le camion. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il fait de l'autoroute, il recharge et donc 1 il recharge, 2 il roule, en direct, comme s'il était, branché au courant et il recharge sa batterie pour, quand il sort de l'autoroute, avoir une autonomie et une indépendance. Ce qui est quand même, je pense, heu, un truc assez intéressant, d'accord? Hem, Comme solution, je pense que le combo, déjà, pourquoi électrifier les camions? Aujourd'hui, tout le monde pousse à l'électrification des véhicules, individuels. Ça n'a pas d'intérêt. Je vous le dis très clairement, ça n'a aucun intérêt. Ça a aucun intérêt parce que, hem, vivre sur une localité, c'est facile, à condition que les marchandises arrivent. Pouvoir se déplacer, sur une localité de, je sais pas, 200 bornes, ça n'a pas d'intérêt, en fait, personnellement. Si vous avez un circuit logistique, efficace, la majorité des gens aujourd'hui, on a les aéroports, on peut développer aussi des transports en commun, plus intéressants. En intercité, si vous avez des cathéters comme ça, mettre des bus, ça y va à l'appel, en fait. Donc si vous avez besoin d'aller à l'aéroport de Marseille, c'est plus facile et moins cher de le prendre en train en bus ou sur cathéter. Vous pouvez faire plus de navettes. Il faut comprendre que les Alpes-Maritimes, c'est vraiment c'est du littoral, que la voie ferrée, en fait, c'est qu'une voie, il n'y a pas 2 voies. Donc ça veut dire qu'il y a pas de croisement, d'accord? C'est des allers-retours. Je crois il y a deux gares de croisement où il y a Cannes et je sais pas, et une deuxième. Je sais qu'il y a une deuxième gare de croisement. Mais il n'y a pas tant de gares de croisement que ça. C'est un seul rail, ça n'a peu de mobilité, d'accord? Euh, donc l'efficacité du train à un certain, donc, par exemple faire du fret par le train dans les Alpes-Maritimes, c'est pas possible. OK, il est déjà le secteur est déjà saturé, par le transport de personnes et donc électrifier, la voie de droite des autoroutes, ça permettrait justement de faire du fret, heu, pseudo, SNCF, sachant qu'on a les compétences avec la SNCF de mettre des cathéters sur les autoroutes, donc on a déjà les sociétés qui sont capables de le faire. On a déjà, les compétences. Heureusement, c'est pas comme la filière nucléaire, on a encore des ingénieurs qui travaillent sur les systèmes, donc en fait qui ont déjà des compétences applicables et donc c'est une mise en place extrêmement rapide et extrêmement performante. Le, gain pour les entreprises, sur le gain de transport en termes de coûts, ça peut être énorme, d'accord? Parce que, hem,
En gros, le la baisse de coûts énergétiques au niveau du pétrole où c'est aujourd'hui et au niveau d'un cathéter électrique, la baisse des coûts, elle est phénoménale, en fait, d'accord? Donc le gain pourrait être, assez magnifique. Plus, il faut rajouter une chose, c'est que en termes de CO2, vu que, c'est production nucléaire, de qui dit production nucléaire dit, heu, décarboné et donc vous retirez, par exemple pour l'A8, donc c'est dans celle qui traverse la région PACA, vous retirez, 5 000 camions qui génèrent du CO2, ce qui est quand même assez magnifique. Le problème maintenant, c'est que, au niveau local, ça a pas d'intérêt. Au niveau, même au niveau, de la région PACA, donc la région entière, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous faites ça au niveau national, là, vous donnez un signal aux entreprises privées qu'elles vont avoir une plus-value à le faire. Si vous le faites au niveau européen, parce qu'en réalité, le transport aujourd'hui, c'est au niveau européen, c'est là où ça serait vraiment le plus intéressant. Heu, à ce moment-là, vous envoyez un signal extrêmement fort, aux transporteurs et aux constructeurs de camions. D'accord? Et donc vous relancez une certaine économie à ce niveau-là. Les voitures électriques sont en train de se péter la gueule, bah, parce que ça n'a pas d'intérêt en réalité. C'est très beau, c'est très propre, c'est très esthétique, c'est très agréable, c'est tout ce que vous voulez, d'accord? Mais ça n'a pas de fonction en fait. Anthropologiquement, ça n'a pas d'intérêt. Le gain, apporté par rapport, au coût, parce que l'augmentation du prix de la voiture électrique est phénoménale par rapport à la voiture thermique. Moi je le vois, je suis dans les jardins. Vous prenez juste, un taille-haie style, il vaut rien en fait, le taille-haie. Par contre, le prix des batteries, vous pétez un câble en fait. Et quand vous voyez les autonomies des batteries, qui sont fournies, il en faut des batteries, d'accord? Et donc, ça monte vite en coût et en fait, vous êtes bien supérieur en coût à cause des batteries que en termes de matériel. Les taille-haie, ça vaut rien, les tronçonneuses, ça vaut pas grand-chose non plus, mais par contre, le coût des batteries, sachant que, bah, sur certains outils, bah, une batterie, les petites batteries, style, bah, il en faut au moins 2 dans la journée, donc si vous faites ça sur tout un matériel, ça peut vite dégager, une grosse quantité de coûts qui sont compensés uniquement par le bruit en fait, hein, objectivement et un prix de l'énergie, donc voilà. Heu, donc sur une A8, l c'est une hypothèse de réflexion, d'accord, hein, mais c'est juste pour vous donner, un ordre d'idée. Donc, en efficacité énergétique, on est à 80-90. On a une baisse de 80 des émissions de CO2, et on a une technologie maîtrisée parce qu'en fait, en réalité, on a la SNCF qui le fait déjà, en fait. Donc c'est pas invraisemblable. Mais vous allez voir qu'il y a des blocages et pas seulement des blocages, locaux. Des blocages qui sont répétitifs historiquement et qui sont très agaçants et on en reviendra au début, avec Stellantis, et Symbio. Alors hop, diapo suivante. Donc voilà, Cannes, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont un objectif de 42 bus, pour combien? Ben 50 000 000. 50 000 000, heu, pour 42 bus en circulation. Si vous faites un petit parallèle, alors, je vais juste m'effacer 2 secondes, cam tac hop. Si vous faites un petit parallèle, vous voyez un petit peu que, ça va coûter beaucoup plus cher dans un sens, mais même si vous mettez l'hypothèse, la plus haute, parce que c'est l'État qui doit payer, donc si c'est l'État, vous avez déjà un surcoût parce que les entreprises privées vont se gaver sur la gueule de Nicolas, hein, comme d'hab. Donc on part sur, il y a 50 communes qui sont traversées par la 8, ça fait du 40 millions par commune. Mais on a un petit blocage. On a un petit blocage parce que alors, on a vu tous les impacts, très intéressants, ça les cathéters ont au moins une durée de vie de 50 ans, au minimum, d'accord? S'il y a un entretien qui est fait, la SNCF, les voies de chemin de fer, l'entretien est fait, ça fait plus de 50 ans que ça tourne et ça fonctionne très bien, d'accord? Donc vous avez ce attendez, hop, voilà. Vous avez cet arbitrage à faire sur les coûts, mais s'il y a des aides de la région, s'il y a des aides des départements, les 40 millions par commune vont plus descendre à 10 millions. 10 millions par commune, si on dit, à Vinci Autoroutes, par exemple, je sais pas, hein, ça cet acteur privé qui prend une rente, sur les autoroutes construites par l'État, qui n'a jamais fait d'investissement à part, les péages, d'accord?
Si on demande à cette société-là de participer, parce qu'en fait, elle va en prendre une plus-value, on le sait d'avance, en fait, parce que sinon, ça va être le contribuable qui va payer et eux vont en tirer une rente en mettant un péage, pour exploiter, les autoroutes. Donc en fait, ils se foutent encore de notre gueule si on fait ça. C'est assez magique, hein, en fait, d'accord? Parce qu'eux le font pas en place, d'accord? L'État dit décarboner, l'État met aucune contrainte sur, Vinci Autoroutes et Escota et toutes ces choses-là, pour électrifier les autoroutes, pour décarboner le pays par contre, hein. C'est ça, c'est jamais de contrainte en fait. Ils ont juste une rentabilité, en fait, ils prennent, mais il y a jamais rien qui est rendu en fait. Il y a pas d'investissement qui est fait, il y a pas de alors il y a de l'entretien, mais en même temps, c'est un outil qui leur rapporte beaucoup d'argent, donc l'entretien, c'est le minimum, d'accord? Donc au moins ils l'entretiennent, mais il y a pas d'investissement qui est fait, d'accord? Donc on pourrait leur demander à eux aussi une participation, à 75, ce serait le minimum en réalité, d'accord? Parce que vu la rentabilité, si on fait le calcul de ce qu'ils ont engrangé depuis qu'elles ont été privatisées, je pense qu'il y a moyen que, juste, allez 20 de tous les bénéfices qu'ils ont engrangés, sur le dos des Français, heu, avec un outil qui a été financé par les Français, ce serait là un juste retour des choses qui mettent les cathéters à 75, et qui, en plus, ce serait installé par, la SNCF qui, pourrait rentabiliser des compétences, et développer une activité annexe, par ça, voire des partenariats entre Vinci et la SNCF. Enfin, il y a plein de choses à faire en réalité, mais personne ne le fait. Pourquoi? Un, parce qu'on n'a pas un État stratège, parce que ça, c'est la solution au niveau PACA, c'est un exemple, hein, d'accord? Mais c'est juste pour vous donner un exemple, mais la réalité, c'est que le minimum, ce serait national. Le mieux, ce serait au niveau européen. La bureaucratie européenne ne fera jamais ça parce qu'elle est d'une incompétence crasse, d'accord? Et donc je comprends un peu l'ISNAR qui tente de faire son truc local, heu, qui est vertueux en soi dans l'idée, mais on va voir qu'en fait, bah, c'est pas vertueux au final. C'est pas quand vous voyez les ratios, 50 000 000 pour 42 bus, alors que juste sur l'A8, hem, on est sur des coûts complètement différents en fait. C'est en plus, une fois que le système est installé, que les sociétés privées ont un signal positif de ça fonctionne et que c'est opératif, surtout qu'on a le retour des Allemands qui le font depuis des années maintenant sur une portion d'autoroute, donc on peut avoir un gain à ce niveau-là. Donc il y a des choses à faire, mais personne ne les fait. Pourquoi? Parce qu'il y a pas d'intérêt. Parce que si c'est, l'État qui paye et les privés qui engrangent, là, ils seront d'accord, le privé. Mais si c'est le privé qui doit payer dans une société libérale, en fait, on n'est pas dans une société libérale. Alors en France, on est dans une société de, Charles Gave dirait du capitalisme de connivence. Moi, j'appelle ça du néolibéralisme dans le sens où, en gros, c'est l'État qui subventionne le privé et qui organise une rente, d'acteurs privés, mais c'est pas ça en fait. C'est un communisme libéral, de rente étatique à travers des sociétés privées en fait. Je trouve ça malsain en fait. Donc voilà. Mais vous voyez un petit peu la balance en termes d'économie, d'accord? Il y a des solutions qui malheureusement se font qu'à grande échelle, comme le nucléaire, enfin, tout ce qui concerne l'énergie objectivement, d'accord? Donc il y a des problématiques à ce niveau-là et à chaque fois, c'est l'acteur privé qui finance et l'acteur public qui finance et l'acteur privé qui prend la rentabilité. C'est ce qui se passe avec le marché commun de l'énergie. J'ai fait un article sur X, sur ça, hem, sur le fait que l'énergie, l'électricité, on devrait la payer, 60 € le kilowattheure. On la paye 200 aujourd'hui, juste parce qu'il y a des intermédiaires privés qui s'en mettent plein les poches. Donc au bout d'un moment, il y a des choses qui sont pas normales. C'est moi, ça me dépasse, en fait. Allez, suivant. Donc, est-ce que l'hydrogène canois est vraiment local en réalité? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'en fait, il y a un mythe de l'hydrogène local, hem, qui en fait, l'électricité, elle vient d'où? Donc c'est un coût marketing de sa part, mais en fait, la production, elle est en région PACA, elle est à Marseille. Il la fait venir, c'est une déperdition d'énergie et en fait, on transforme une énergie en une autre avec une déperdition phénoménale pour avoir 42 bus en finalité qui tournent, à l'hydrogène.
Le seul truc vraiment intéressant, c'est que c'est fait avec les eaux usées, de la ville. Ça peut être intéressant. Mais c'est tout en fait. Sinon le reste, c'est pas très intéressant. Moi, je vais zapper celle-là. Je m'aperçois que j'avais interverti, bon ouais. Alors qui en profite maintenant? Hem, c'est intéressant parce que, heu, bizarrement, l'Isnar va pousser de va pousser dans l'hydrogène au moment où Stellantis liquide, sa boîte de piles à combustible. Donc, heu, c'est pas de la suspicion envers lui. Je pense qu'il y a des par contre, il y a des équipes, autour de lui qui ont des intérêts, ou des partenariats, intéressés, à pousser des solutions qui sont pas viables, en fait. D'accord? Soit parce qu'ils sont incompétents et ils se font manipuler par des personnes du lobby, l'énergie ou des choses comme ça, ce qui est très, très intéressant, d'accord? Mais, je me pose la question, en fait, et je vais pas le reprocher à l'ISNAR parce qu'en fait, Macron est le parfait exemple de ça, en fait, hein. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de personnes, plus intelligentes que lui. Heu, L'ISNAR ne fait pas, j'ai tutoyé, mais ne fait pas la même erreur que Macron, d'accord? Macron s'entoure d'idiots pour paraître intelligent, parce que c'est un ego sur pattes et parce qu'il est narcissique comme pas possible, mais Lisnard fait pas ça, en fait. Cherche des mecs compétents, des mecs intelligents, on on a Sophia à côté, on a des boîtes, qui pèsent un minimum, donc il y a moyen de s'entourer de personnes un minimum, compétentes, parce que je trouve ça assez triste, hein, quand même, hein. Et à la base, c'était pas je travaillais sur l'hydrogène parce qu'il y avait cette affaire avec Stellantis. Quelques jours plus tard, je vois Lisnard qui lance ça, je me dis: «Merde, je comprends rien en fait à ce qui se passe». Surtout, bah, l'hydrogène, donc à part la métallurgie, il y a pas d'intérêt en véhicule. Ça n'a pas d'intérêt. Stockage dangereux, bon ça a été un peu rééquilibré, mais ça reste du stockage dangereux, ça reste, difficile à mettre en œuvre. La logistique, de pompe à hydrogène, enfin pompe à essence, mais pompe à hydrogène, pour faire des pleins, c'est compliqué. Heu, c'est très compliqué en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que, l'essence ou l'électrique ou encore mieux l'électrique avec cathéter pour le transport de marchandises. Heu, Encore une fois, je pense que le transport individuel, n'a plus d'avenir en réalité. Le transport individuel, il va finir par disparaître, hem, hormis, on va dire, poids lourds et véhicules intermédiaires, les 3,5 tonnes, style artisan et trucs comme ça. Sinon ça à mon avis, ça n'a pas d'avenir le transport individuel. Hem, sur, 100 ans, je vous garantis que ça disparaîtra le transport individuel. Ou alors, toute petite mobilité, trottinette, vélo et de l'autre côté, véhicule utilitaire, mais le vrai transport individuel, en termes de tension énergétique vers lesquelles on va, hem, ça n'a pas un avenir très très, très durable, hein, je vous le dis, bon, après c'est ma vision des choses. Donc à qui profite ça? Bah, ce sera toujours des entreprises privées au final, en fait, hein. Parce que monsieur Lisnard, les sociétés à hydrogène qui vont venir, c'est des brevets qui ont été payés par, le contribuable et qui vont être exploités, donc lui, il va leur offrir une rente, sur ces brevets pour les moteurs à hydrogène, enfin pour les piles à combustible, pour la production d'hydrogène, tout ça c'est des brevets, tout ça c'est des choses qui se payent. Donc il va payer ces personnes-là qui ont fait des recherches, qui ont, avec l'argent public, eu des brevets, privés, qui vont organiser une rente dessus et monsieur Linéar va payer une rente sur ces brevets pour les utiliser. Bah je trouve ça pas super en fait. Je trouve ça c'est toujours la même chose en fait. Les autoroutes, c'est les Français qui ont payé, ils continuent d'ailleurs à payer. Le bus à hydrogène, bah, ce seront des particuliers de classe moyenne qui vont les utiliser et qui paieront leur titre de transport de la même manière. Heu, pour, payer des brevets qui ont été déjà payés avec, l'argent public. Enfin, si on veut poser les cathéters sur les autoroutes, bah, Vinci Autoroutes va nous faire payer pour les poser, enfin pour avoir le droit de les emprunter. Donc en fait, encore une fois, on a payé les autoroutes, on risque de payer ces cathéters et en plus, on va payer le droit de les utiliser, à des sociétés privées qui n'ont rien fait, qui n'ont pris aucun risque. Donc
là je vais être un peu critique sur Lisnard, mais sa vision libérale, elle est un peu faussée en France. Aux États-Unis, je suis d'accord, sa vision libérale, elle serait parfaitement applicable. Sa vision libérale en France, elle n'est pas applicable en fait. Elle n'est pas applicable parce que toutes les fortunes françaises, elles sont faites grâce à l'État, d'accord? Que ce soit LVMH, que ce soit Xavier Niel, Bernard Arnault, enfin tous, tous, tous. Il y a toujours l'argent étatique derrière, tout le temps, 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 tout le temps. Peu importe le milliardaire que vous allez chercher, il y a toujours l'argent de l'État. Ce qui me fait un peu rire de la gauche en fait, parce que la gauche critique les milliardaires, alors que c'est l'État et c'est le système socialiste de rente publique qu'ils ont mis en place en fait. Donc ils se plaignent des conséquences dont ils sont la cause en fait. Et ça m'exaspère en fait. Ça m'exaspère de comprendre. Vous prenez LVMH. LVMH, tout le groupe LVMH. Bon, là, on va faire une petite parenthèse parce que c'est pas sur lui, mais on va faire une parenthèse sur ça. LVMH, quand il a arraché les grandes maisons de maroquinerie et de couture, il a fait quoi en fait? Il a fait payer une partie par l'État, d'accord? À des prix trop bas, d'accord? Donc, payé par l'État à des prix qui ne sont pas au prix de marché. Aujourd'hui, ils touchent des subventions pour l'artisanat et pour l'industrie en même temps, d'accord? Parce que LVMH prend pour l'industrie et les maisons artisanales prennent dans l'artisanat. Donc, en fait, ils touchent des subventions et dans l'industrie et dans l'artisanat. C'est du foutage de gueule en réalité. Donc, il a des exonérations de cotisations sociales. Macron, quand il fait venir les patrons de la tech qui viennent pour 5 ans poser une société en exonération de cotisations sociales et fiscales, qui restent 5 ans, qui exploitent le filon et qui se barrent après, parce qu'en fait, le contrat d'exonération, c'était 5 ans, donc ils avaient une rentabilité sur 5 ans, et qu'au bout de 5 ans, en fait, ils se barrent parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre et ils avaient déjà prévu de se barrer au moment où ils sont arrivés. Donc, ben, au bout d'un moment, moi, je vois un État qui n'est même pas stratège, mais c'est un gouer, d'accord? C'est un gouer, un pigeon, c'est une victime en fait. C'est une victime qui n'est bon qu'à payer, d'accord? Donc, ça me fait un peu de la peine, quoi, pour la France. Bon, on va se faire une petite conclusion. C'était une petite vidéo, bon, à 30 minutes. J'avais pensé faire 25, mais bon, ça ira. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ce contenu. Est-ce que c'est à répéter? Est-ce que c'est pas à répéter? C'est un test. Je vais voir si c'est sympa, si ça peut être intéressant. Là, j'ai trouvé un setup qui me paraît plutôt correct pour ordi, pour faire un truc un peu plus poussé. Je vais essayer de reprendre les petites vidéos React, Twitter par téléphone. Et on voit ce que ça va donner, hein. Moi, là, je kiffe, j'aime bien, je m'amuse, c'est cool. Euh, Monsieur Lisnard, le prenez pas mal, hein, d'accord? C'est une critique qui essaye de vous faire comprendre mais je pense que vous en êtes conscient, qu'il y a des déterminismes, on va dire systémiques. Euh, le problème, c'est que si vous soumettez, comme vous le faites avec ces 50 millions dans l'hydrogène, pour les 42 bus en finalité, euh, en fait, vous ne faites qu'une solution à moitié. Le problème, c'est qu'une solution à moitié, c'est une mauvaise solution, à mes yeux. D'accord? Donc, ça veut dire que euh, l'initiative est belle, l'initiative est bonne, mais elle est mal pensée, en fait. D'accord? La décarbonation de Cannes, la dépollution de Cannes, je trouve ça magnifique, hein, c'est super, hein, d'accord? Vous avez un supermarché à Fortville, vous avez des atouts à faire valoir à ce niveau-là, donc vous développez, je trouve, pas si mal que ça votre ville, euh, contrairement à d'autres communes aux alentours. Mais parce que moi je suis du secteur, hein, je suis de Mougins. Personnellement, je trouve que la ville qui a le meilleur écosystème sur le secteur, ça reste Montsartou, qui est une ville de gauche, voire partiellement d'extrême gauche, mais elle a le développement, c'est
Donc il y a le maire, le fils du maire. Bon, c'est un peu une monarchie qui ne dit pas son nom, hein, en réalité, hein, parce que le maire a mis en place des choses, le fils a pris le relais et continue les choses. Donc c'est voilà. Mais ils ont compris un truc. Et je pense que vous aussi, vous l'avez compris. Mougins, ils l'ont pas encore compris, mais à mon avis, avec le temps, ils vont le comprendre. C'est que euh, on commence toujours par développer un secteur primaire, puis secondaire, puis tertiaire. Euh, Vous le faites, puisque vous avez des maraîchers à côté de Mandelieu, donc vous faites ce développement, vous faites venir des maraîchers de la Roquette sur Cannes pour vendre leurs légumes, donc vous faites déjà le travail, donc c'est sur le secteur primaire. C'est très important, moi je trouve que c'est le plus important. Euh, j'ai de la famille qui a des sociétés sur Cannes, donc je vois un peu l'état d'esprit, la sécurité qui y règne. Euh, donc vous faites le travail, et ça, je n'ai rien à dire sur ça. Vous faites un bon travail sur votre commune. Euh, En tant que président des maires de France, je pense que votre action est saine. Elle vous place plutôt en bonne position au niveau des présidentielles. Malheureusement, j'ai peur que les républicains vous fassent bouffer la terre pour votre insolence, entre guillemets. Insolence de comment dire, de faire affront au parti unique des Républicains, sachant que pour moi, le parti unique des Républicains, c'est tous les Républicains de l'extrême gauche à l'extrême droite, d'accord. Tout ce qui est républicain, en fait, pour moi, c'est la gauche, d'accord. La droite, historiquement, c'est les royalistes, et ça reste à ça, d'accord. Moi, je reste sur cette répartition. La gauche veut se servir du pouvoir, la droite veut servir le pouvoir légitime, c'est tout. Pour moi, c'est la différence droite-gauche, d'accord. Donc, je m'aperçois que vous avez des notions de droite très fortes, c'est-à-dire que vous servez le commun et donc vous comprenez que le pouvoir, ça n'est pas, euh, même dans le cadre d'une monarchie, ça n'est pas le roi forcément, c'est la souveraineté de la nation, d'accord. Le roi est un peu le corps de la nation symbolique, d'accord. Et donc le vrai pouvoir, c'est la nation, et donc en étant maire de votre commune, vous servez votre commune, et je trouve ça intéressant de voir ce côté de droite chez vous. Malheureusement, votre côté républicain me dépecte, hein, je vais pas, mais c'est pas, voilà, quoi, c'est pas un problème. Euh, donc, faites une campagne, envoyez les républicains se faire chier, par contre, parce que je vous garantis qu'ils vont, si vous leur tendez la main, ils vont vous bouffer le bras. C'est clair, net et précis. Ils vous ont dans le collimateur. Moi, dans mon réseau local, je sais qu'ils vont vous bouffer la gueule. Ok, d'accord, ils le veulent. Je pense que Ciotti, non, mais les républicains historiques, non. Vous attendez au tournant directement, d'accord. Euh, je pense que la primaire de droite, c'est une erreur. C'est une bonne stratégie de le lancer en com, sachant que ça ne se fera pas, mais je pense que c'est une erreur. Euh, Parce que si ça vient à être validé, vous êtes extrêmement populaire localement, vous avez, on va dire, dans une base de mairie, vous avez, à mon avis, une bonne assise. Euh, En grands électeurs, je pense que vous avez une très bonne assise aussi, donc ça peut être intéressant. Mais les Français ne vont pas réfléchir sur ce genre de choses, en fait. Le fait que, par- parce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire président des maires de France, maire d'une commune bien gérée, euh, vous allez avoir, on va dire, l'appui des sénateurs, de droite comme de gauche, c'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a des communistes qui seraient prêts à vous soutenir en tant que sénateur. Je trouve que le Sénat fait un travail, depuis Macron, le Sénat, je trouve, retrouve sa fonction réelle. Et je le trouve super intéressant pour ça, d'ailleurs, le Sénat aujourd'hui. Euh, je pense que même De Gaulle serait d'accord pour dire que, enfin, finalement, le Sénat elle nous a bien sauvé la France depuis le mandat de Macron. Donc, et je pense que vous pouvez avoir un appui des sénateurs, des maires en localité. Il reste les électeurs, et c'est là où ça sera le plus compliqué. Cannes a une image fausse de bourgeoisie mondialiste, sans qu'ils connaissent en réalité, on va dire, l'autre côté de la voie rapide, parce que vous allez savoir, où ils ont l'image de la banane de Cannes, mais au-delà, ils comprennent pas ce que c'est Cannes, à mon avis.
Donc ils connaissent pas l'avocat, enfin ils connaissent il y a plein de trucs qui à mon avis ils connaissent pas, donc pour eux ils ont Cannes, Strass Payet, Carlton, Martinez, et Palais des Festivals, hein, pour beaucoup de gens. Et donc ça c'est un jeu d'image qui est pas en votre faveur, et je pense que plutôt que sur les réseaux jouer sur le côté, propre et clean, aller un petit peu dans le gourbi, et je pense que votre vraie masse électorale, si vous devez en fixer une, hem, c'est c'est ce que je ferais personnellement à votre place, ce serait, TPE-PME française, direct. Classe moyenne et TPE-PME française. C'est pour moi l'axe le plus déterminant. Aujourd'hui, on a une classe moyenne, on va dire, grandissante, c'est-à-dire avec, une importation d'immigration, qui a été nationalisée, et donc maintenant ce sont des Français d'origine étrangère qui commencent à accéder au pouvoir d'achat de la classe moyenne et qui commencent à vouloir, la sécurité, à vouloir, une vie paisible, de l'éducation, pour leurs enfants, des choses comme ça. Et donc je trouve que l et bien souvent, moi je les fréquente, parce que moi je suis jardinier, bien souvent ce sont des artisans, heu, des indépendants, des auto-entrepreneurs ou des choses comme ça. Et je pense qu'eux, c'est une masse votante, qui est très intéressante pour vous à mon avis. Et malheureusement, je pense que votre image, propre au niveau des artisans, on va dire si vous mettez un peu les mains à la pâte, ce serait apprécié de leur part. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Faites-moi des retours, des commentaires, des critiques. Faites-vous kiffer, likez, abonnez-vous et voilà. Merci. Allez, ciao, à plus.